Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce nouveau numéro de votre rendez-vous Surface de vérité. Dans le fauteuil blanc ce soir, je reçois pour vous Abderrahmane Magaji. Il est canadien d'origine nigérienne. C'est un spécialiste des questions d'immigration. Il est le président de Desti Consultant Group. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de nous répondre à notre invitation. Merci. Alors, les questions d'immigration, vous-même, vous êtes un produit. Comment vous êtes arrivé justement au Canada? D'abord, merci de m'inviter sur votre plateau. Je suis très honoré d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, comment je suis arrivé au Canada? Je suis parti comme étudiant étranger au début des années 90, suite aux vagues d'années blanches, je dirais, au mouvement. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient m'aider à partir. Et quand je suis arrivé là-bas, le hasard a voulu que je m'implique dans le mouvement étudiant. Et accidentellement, je suis devenu le premier Africain président de l'association des étudiants de l'École des sciences de la gestion, 13 000 membres. Et je pense que mon intégration canadienne, en tout cas au Québec, à Montréal, a commencé comme ça. Vous savez, les Québécois sont des gens très ouverts, très chaleureux, très accueillants. Et cette expérience m'a permis donc de commencer à m'intégrer. Et c'est au cours de cette formation à l'UQAM que certains amis m'ont introduit au fondateur de Desti, parce que tout le monde pensait que j'étais né au Canada, alors que ce n'était même pas le cas. Et c'est comme ça que Desti, avec leur équipe de professionnels, juste après ma graduation, quand j'ai fini mon bachelor, ont donc traité et réussi mon dossier d'immigration. Donc je suis devenu résident permanent, puis par la suite citoyen canadien. Ma carrière professionnelle a commencé au commerce extérieur pour le MIC, le ministère d'Industrie et Commerce du Québec à l'époque. Un bon matin, le président Deschênes m'appelle, il dit « Écoute, pourquoi tu ne te joins pas à nous? Tu nous as tellement référé de clients depuis que tu étais président à l'université et même là, depuis que tu as commencé à travailler. » Parce que lui, il était convaincu que je pouvais vendre des frigidaires même à des Esquimaux. Bon, ça c'est lui, je ne sais pas. Bon, c'était quand même un peu risqué quand on est au gouvernement. Bon, vous avez toute une carrière, la retraite, tout ça assuré. Puis j'ai démissionné. Les gens m'ont pris pour un fou, mais bon, écoutez, j'ai pris un risque parce que vous savez, il faut tout essayer dans la vie. C'était vraiment osé. Et j'ai quitté le gouvernement pour rejoindre, donc, au début des années 2000, le groupe Consultant Desti. Desti Consultant Group, c'est quoi exactement? Alors, Desti Consultant Group, c'est l'une des plus anciennes et des mieux établies entreprises en matière d'immigration, basée dans l'Est du Canada. Elle a été créée en septembre 1987 par Gilles Deschênes, un pionnier de l'immigration. Monsieur qui lui-même travaillait avant au gouvernement, il était officier d'immigration pour le gouvernement du Québec. Puis un beau matin, il a décidé, donc, comme le font la plupart des Nord-Américains, de se retirer et de partir sa propre business. Alors, l'aventure Desti a commencé en Asie, au Proche, au Moyen-Orient, un peu partout. Et là, au bout de 30 ans, vous savez, c'est des milliers et des milliers de dossiers qui ont été traités et réussis. Parce qu'au fond, le président Deschênes a compris, tout comme l'a si bien dit Fourgeray de Montbron, l'homme de lettres français de 1750, que l'univers, en fait, serait comme la première page d'un livre que l'on a lu lorsqu'on ne connaît que son pays. Et donc, à partir de ce moment, Desti a déployé toute une panoplie de représentants, d'agents sur les 4 continents ou 5, ce qui nous a permis donc de faire entrer beaucoup de gens au Canada, dont moi-même. L'objectif, c'est donc bien ça, faire entrer des gens au Canada. Absolument. Vous savez, le Canada, en fait, le système d'immigration est choisi, comme on dit. C'est-à-dire les Canadiens ont besoin de personnes avec qualification, ou académique, ou professionnelle. Donc c'est un système d'immigration bien ficelé, bien ciblé, en fait qui repose sur une législation, la LIPR, c'est-à-dire la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Fait que la politique d'immigration canadienne est donc bien définie, bien établie,
Elle vise essentiellement à combler des besoins de main-d'œuvre sur le marché et voire même parfois de renouvellement de la population. Vous savez que c'est une terre d'immigration, le Canada, hein, à l'instar des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est un système complètement différent de l'Europe. Voilà. Alors, faire entrer des Africains au Canada, en tant qu'Africain, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, de cette façon de choisir? Ben, écoutez, vous savez, nous sommes aujourd'hui en pleine mondialisation. Aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook, hein, Internet. Le monde est devenu un village, hein, grâce à Internet. Alors, ce serait donc difficile de dire aux gens restez chez vous, ne bougez pas. Et de toute façon, personne n'a inventé la roue. Hein. Je pense qu'il faut sortir, aller voir comment font les autres, se frotter à eux et apprendre. Et revenir mieux construire son pays. C'est comme ça que moi je vois l'immigration. Et d'ailleurs, c'est le discours que je tiens à mes différents clients candidats que je rencontre un peu partout à travers le continent lors de mes déplacements au cours des 18 dernières années que j'ai commencé à faire ça. Je dis toujours aux gens, attention, ne partez pas pour oublier la mère patrie. Allez voir comment ils font, apprenez. Et maintenant, revenez pour construire, enfin, puisqu'on parle de l'Afrique, vos pays. Parce que personne ne va construire l'Afrique à part les Africains. Pour le cas du Canada, par exemple, on sait qu'il y a aussi cette question de reconnaissance aussi, hein, des diplômes. Comment ça se fait justement? Alors, vous savez, d'abord, le Canada est une fédération de 10 provinces et 3 territoires. Alors, sur ces 10 provinces et 3 territoires, 13 entités gouvernementales, vous avez un seul qui est pratiquement francophone, le Québec, d'où je viens. Moi, je viens de Montréal. Donc, je vais vous donner l'exemple du Québec, et c'est à peu près similaire ailleurs. Alors, au Québec, ils ont un système, comment on appelle ça, d'évaluation comparative. Donc, qui leur permet, ils ont une grille, de savoir à peu près tel diplôme de tel pays, à quoi ça correspond. Vous savez que la conférence des recteurs et principaux des universités du Québec, CREPUC, est affiliée au CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Donc, il y a un système d'équivalence. Et pour les francophones, justement, qui veulent se rendre au Québec, les étudiants, parce que Québec privilégie et favorise cela. Aujourd'hui, un jeune Africain, enfin burkinabé, puisqu'on est au Burkina, nanti du bac, a de fortes chances d'accéder directement dans les universités francophones du Québec, parce que le bac de nos pays est reconnu par le gouvernement du Québec, enfin son ministère de l'Éducation. Alors, cette question d'immigration, effectivement, choisie pour le Canada, Oui. ben, on a comme l'impression que pour les voisins américains, c'est à peu près aussi la même chose. Hein. Récemment, vous avez vu cette polémique autour de cette sortie de Donald Trump, le président américain, qui parle de pays de merde. Il ne veut pas d'immigrés venant de ces pays. C'est une façon aussi de dire, je choisis parce que c'est comme s'il veut dire que ceux qui viennent d'Afrique ne servent à rien. Il préfère plutôt les Norvégiens. Bon, écoutez, vous savez, moi je suis citoyen canadien, donc je veux parler du Canada. Les États-Unis, c'est toute une aventure, hein. C'est un pays qui est un peu spécial. Vous parlez de leur président, bon, vous voyez vous-même, je pense que quand on est à la tête d'une puissance comme ça, on doit réfléchir avant de se lancer dans certains propos. Maintenant, c'est déplorable, mais ce n'est pas la première fois que ça se fait. Les pays africains de la merde, non, je ne crois pas. Et de toute façon, sur l'échiquier international, l'Afrique est incontournable. Je pense que M. Trump doit avoir des conseillers qui doivent lui donner des cours de géographie intensive et d'histoire pour lui faire comprendre que l'Afrique est fournisseur de 95% des matières premières de la planète, que l'Afrique a construit l'Amérique dont il préside. Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est bien nos parents qu'ils venaient chercher il y a 5 siècles de cela. Lorsqu'ils ont découvert l'Amérique et massacré les Indiens, il fallait des braves valides pour travailler dans les plantations de canne à sucre et de coton. Et c'est bien des Africains qui ont construit l'Amérique. Alors,
aujourd'hui, un monsieur comme ça qui sert un discours désobligeant, je trouve que c'est malheureux. Et je crois que même aux États-Unis, ils ne sont pas tous d'accord avec lui. Hein. Bon, il a gagné parce que bon, ben, c'est le système électoral américain qui est comme ça. Hein, cette affaire de grands électeurs et de swing states. Mais je crois que les Américains, dans leur globalité, sont de bonnes personnes. Ils ont beaucoup de jugeotes. Bon, c'est une expérience, je pense, qu'ils ne renouvelleront pas. Mais encore, vous savez, dans ce que dit M. Trump, il y a un peu de vérité quand même si c'est sec. Quand on l'écoute, parce qu'au fond, c'est quand même quelqu'un qui a réussi. Ben oui, c'est vraiment le modèle américain aussi. Hein? C'est un self-made man. Il a bâti un empire, donc il sait de quoi il parle. Bon, c'est vrai que son discours n'est pas tellement amical. Bon, comment le juger, je ne sais pas. Ce qui est sûr. C'est une façon de titiller aussi les États africains. Bon, peut-être il nous dit la vérité de la mauvaise façon, mais je pense qu'il est un peu brutal envers l'Afrique. Et je crois qu'il a plutôt intérêt à avoir un discours beaucoup plus amical, car les Africains, on est ouverts et on peut être de bons alliés aussi bien pour lui que les États-Unis. Je veux dire, vous savez, l'Amérique, c'est un rêve. Par défaut, tout le monde aime les États-Unis. Et là, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il a tendance à mener une politique qui pousse les gens à détester son pays, ce qui est dommage. Alors, avec lui, justement, est-ce qu'il faut craindre pour la 4 verte, par exemple? Absolument. Vous savez, depuis qu'il est venu, il a une politique anti-immigration, hein, puisqu'il dit America First. Ça veut dire l'Amérique d'abord. Mais dans son America First, il oublie ceci, là. Tous ces Mexicains, tous ces Africains, tous ces immigrants sur qui il tape. Mais c'est eux qui font tourner le système. Parce que les autres Américains, les Yankees comme lui, là, ou autres adeptes du Ku Klux Klan, ils sont dans les campagnes, c'est des cow-boys. Hein, l'économie, c'est les immigrants. D'ailleurs, l'Amérique... Mais ce n'est pas l'impression qu'il a. Il a l'impression, par exemple, que les Blacks américains, ils ne font rien. Mais ils se trompent. Ils se trompent parce que, écoutez, aujourd'hui, les Africains-Américains ou Blacks américains, comme vous dites, mais ils sont incontournables dans l'échiquier américain. Écoutez, nous, c'est nos voisins. Assez souvent, on descend, on va là-bas. Vous savez, l'Amérique, sans les Noirs, ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, hein, quoi qu'on dise. Pas parce que je suis noir ou africain, mais parce que tout simplement, c'est comme ça. Hein. L'aviation. Beaucoup de secteurs, de domaines, vous avez des Noirs qui ont œuvré là-dedans. Les Noirs ont participé. Parce qu'on a tendance à mettre les Noirs dans le domaine notamment du sport, du cinéma, la musique. Bon, oui, mais attention, il n'y a pas que ça, vous savez. Le micro-ondes, par exemple, c'est des Noirs qui l'ont inventé, le fer à repasser, les feux de signalisation. Les Noirs ont fait beaucoup de choses aux États-Unis. Malheureusement, l'Amérique ne leur rend pas cela. Hein? Et je pense que c'est dommage, parce que nos parents qui sont venus chercher ont travaillé fort pour l'Amérique. Aujourd'hui, bon, vous savez, c'est un débat de société américaine entre donc une classe de blancs racistes, xénophobes, ok, et puis bon, une autre catégorie d'Américains qui sont beaucoup plus raisonnables. Mais je pense que tout ça, ce sont des choses qui vont changer, qui vont évoluer avec le temps. Trump aussi, il surfe peut-être sur ce sentiment anti-immigrant qui pousse quand même, hein, du côté des États. Du côté du Canada, que dit de cela? Vous savez, écoutez, les Canadiens ne se mêlent pas beaucoup de ça. Hein. Le Canada s'occupe de ses propres affaires. Est-ce qu'il y a ce sentiment de rejet, par exemple, des immigrés au Canada? Est-ce que ça commence à monter? Non, absolument pas. D'ailleurs, je veux quand même dire une vérité de la palisse. Il me semble que parmi les pays membres du G7, le Canada est l'un des plus ouverts, le moins raciste. C'est un pays pratico-pratique. Tout le monde est bienvenu au Canada, hein, s'il correspond donc à ce que le Canada recherche. Au Canada, on ne peut pas se permettre de faire ce que fait le président Trump. Le Canada a une politique d'immigration qui est bien ciblée. Et d'ailleurs, le Canada accueille beaucoup de réfugiés. Dernièrement, notre gouvernement a reçu plus de 30 000 Syriens. Chaque année, le Canada a fait rentrer des réfugiés. Donc, je pense à ce niveau, c'est une politique de générosité. Les Canadiens ont une autre approche. Vous savez aussi, le Canada n'a colonisé personne. Donc, c'est vraiment un pays qui a un esprit progressiste au niveau de l'immigration. Et c'est un pays vraiment qui veut mettre les gens à l'aise.
C'est un pays où donc la paix, le respect des lois et des droits surtout, parce qu'au Canada, les droits de l'homme et du citoyen sont respectés. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Vous avez un système de ghettoisation. Les Noirs sont mis de côté. Dans l'Amérique d'aujourd'hui, il faut être tout sauf un Noir. Et c'est dommage. Au Canada, vous ne verrez pas ça. Il n'y a pas cet esprit de ghettoisation, de ségrégation. C'est plutôt un melting pot. Ouais, et c'est ça peut-être l'avantage du système canadien. Et dans le traitement, par exemple, côté traitement salaire, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas de sorte de discrimination à ce niveau? Non. Parce que vous savez comment ça marche, tout est transparent au Canada. Bon, vous êtes payé à l'heure, en fonction de votre diplôme et du type de travail que vous faites. D'ailleurs, dans les politiques de recrutement, tout ce qui est discriminatoire est combattu. Parce que vous avez une charte des droits de l'homme et du citoyen, aussi bien au niveau canadien que québécois. Alors, il y a un équilibre. Les choses sont vraiment, à ce niveau-là, je dirais, bien établies. On ne peut pas parler de discrimination. Non, je ne crois pas. En tout cas, pas au Canada. Ça fait 27, 28 ans que je suis là-bas. Moi, je n'ai jamais vu ça. D'ailleurs, je n'ai même jamais été victime de racisme là-bas. Ce qui n'est pas le cas, quand parfois je me retrouve à Paris dans le métro. Rien que certains regards finissent par vous faire comprendre que vous n'êtes peut-être pas les bienvenus, alors qu'au fond, vous savez, que serait la France sans l'Afrique? Ce n'est pas pour égratigner nos amis français. Mais moi, j'aurais tendance à dire aux jeunes Africains, il est peut-être grand temps de commencer à regarder du côté du Canada. Alors vous, aujourd'hui, vous encouragez l'immigration? Mais absolument, et je veux vous dire d'ailleurs pourquoi. Vous saviez, personne n'a inventé la roue. Et je pense pour la jeunesse africaine, surtout cette jeunesse que je vois aller mourir en Méditerranée ou se faire embastiller en Libye et transformer en esclavage, je crois que cette jeunesse gagnerait mieux à regarder du côté d'un pays comme le Canada, un pays qui offre beaucoup d'opportunités, de chances. Parce qu'au fond, l'immigration, c'est quoi? De mon point de vue, c'est sortir, aller voir comment font les autres et revenir construire son pays. Quand vous prenez l'Italie d'aujourd'hui, mais que serait cette Italie sans les Italo-Américains ou Italo-Canadiens? Voyez-vous? Donc l'immigration, c'est une façon de circuler, d'aller, d'apprendre et de revenir. D'ailleurs, cette malheureuse politique de visa qui est apparue au début des années 80, c'était juste pourquoi? Pour maintenir les Africains chez eux, donc nous maintenir dans la pauvreté, dans l'ignorance. Vous savez que la part de l'Afrique dans le commerce mondial, si je ne m'abuse, ne dépasse même pas 1% ou 2%, tandis que 90 à 95% des matières premières viennent du continent africain, ce qui est inadmissible, inacceptable et incompréhensible. Donc l'immigration, pour moi, est un vecteur de développement et qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut regarder. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion d'aller sur un terrain pour vous dire ceci. Je pense que nos différents gouvernements doivent mettre respectivement dans nos différents pays véritable politique d'immigration, d'encadrement et de sensibilisation de l'exode et de l'immigration, c'est-à-dire... Une politique pour stimuler les gens à aller... Mais absolument, c'est-à-dire expliquer d'abord aux jeunes. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le sentiment général, c'est qu'il faut empêcher les jeunes de partir. Mais je m'excuse, c'est une bêtise. Parfois, ça frise même à de la... Puisqu'on est sur un plateau de vérité, à de la mesquinerie. Ceux-là même qui disent aux jeunes de ne pas partir, mais c'est eux qui envoient leurs enfants au Canada, aux États-Unis. Oui. Combien de jeunes on reçoit comme ça, où les parents sont contre, mais eux, leurs enfants partent. Mais, donc vous dites qu'il faut laisser les jeunes Africains partir. Mais absolument, mais avant qu'ils partent, il faut leur dire, écoutez, j'ouvre une parenthèse, le Japon. Il fut un moment au 19e siècle, je crois, au 18e, l'empereur Meiji a dit aux Japonais, sortez, allez-y. Apprenez et revenez. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et on a vu par la suite le miracle japonais. Mais on ne peut pas rester cloîtré ici à la maison. Mais parce qu'en fin de journée, bon, on n'a peut-être pas inventé grand-chose.
malgré nos compétences, nos bonnes foi, écoutez, vous avez des cadres compétents en Afrique, vous avez des gens brillants, vous avez l'intelligence, ce n'est pas une question de couleur de peau, non, c'est une nature. Et par conséquent, il faut bien qu'on sorte pour aller voir comment les choses se passent, pour revenir bâtir nos sociétés. Mais il se trouve que les portes se ferment de l'autre côté. Ben, justement, les portes se ferment parce qu'ils ne veulent pas ça. Et oui, ils ne veulent pas. Et certains pays européens n'ont pas intérêt qu'on se développe. C'est clair. Et ça, il faut qu'on le comprenne, pour plusieurs raisons. Ben oui, on sabote la formation de nos jeunes au niveau de l'éducation, on met les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que chaque fois quand il y a une pénurie, bon, on vous envoie un expert européen qui vient, bon, ça crée de l'emploi là-bas. Et d'ailleurs, une bonne partie de l'argent de la coopération, ben, part dans ça, hein, les frais de dépaysement, tout ça. Bon, écoutez, l'Afrique n'avance pas. Et en fin de journée, ben, on est envahi par des sociétés, des produits européens. Bon, et pourtant, on n'est pas incapable, on n'est pas incompétent, voyez-vous. C'est un peu dommage. Est-ce qu'on peut se regarder entre nous, Africains, aujourd'hui et dire, tiens, voici, je ne sais pas moi, le top 300 de nos entrepreneurs africains, hein, producteurs, créateurs. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tous les produits qu'on consomme viennent de l'extérieur. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'on n'a pas la technologie, on n'a pas le know-how, le savoir-faire. Mais parce qu'il faut qu'on aille l'acquérir, il faut qu'on aille le chercher. Si je vous comprends, il faut encourager les jeunes Africains à partir, mais pas n'importe quel jeune Africain, c'est surtout ceux-là qui ont un bagage, qui doivent aller chercher le savoir pour revenir construire l'Afrique. Mais absolument, c'est-à-dire, il faut encourager les jeunes Africains à partir, déjà ceux qui ont un bagage, et même ceux qui n'en ont pas. Écoutez, ce n'est pas une confidence, je veux vous dire, aujourd'hui par exemple au Québec, on a un problème terrible de main-d'œuvre. Oui, dans certaines industries, dans la plupart des usines d'emballage, d'empaquetage. Il y a un manque crucial de travailleurs. Je pense que si nos gouvernements avaient une politique avisée, bon, ils peuvent peut-être approcher leurs amis canadiens pour leur dire, bon, ben, main-d'œuvre, nous, on peut vous envoyer déjà. Mais écoutez... Comment se fait-il que, effectivement, le Canada, qui semble être une terre d'accueil, une terre hospitalière, et qui ouvre ses portes, malheureusement, les jeunes Africains préfèrent se tourner surtout vers les pays hostiles à l'immigration, comme les pays européens, comme les États-Unis, par exemple? Alors, il y a, à mon avis, deux raisons à cela. Comme vous le saviez, le Canada n'a colonisé aucun pays, à la base. Et deuxièmement, le Canada, ce n'est pas tellement connu des Africains. Ben, l'Europe, ben, c'est l'Europe qui nous a colonisés. On a des traditions centenaires avec l'Europe. Vous savez, nos grands-parents ont donné leur vie à la Première Guerre mondiale pour soutenir la France, l'Angleterre. Même chose à la Deuxième. Donc, on a une tradition avec ces pays. Malheureusement, bon, ces pays ne le reconnaissent plus tellement, ou du moins ils ne veulent plus de nous. Bon, il faut comprendre aussi qu'ils ont des problèmes. Hein. Vous savez, c'est des vieilles nations, des vieilles sociétés. Eux-mêmes, ils se cherchent. Et donc, mais même les langues qu'on parle, tiens, aujourd'hui, là, on ne parle pas en moré ou en djoula, on parle en français. Vous savez, bon, c'est amusant. Et vous prenez un petit Africain, bon, quand il se réveille, c'est Paris. C'est culturel. Mais c'est ça qu'il faut un peu changer. Et justement, on a la chance aujourd'hui, les Français ont un président qui n'a pas connu cette époque des guerres, tout ça, qui est moderne, qui est de la jeune génération. Ben, il nous fait comprendre carrément que la France-Afrique, c'est fini. Ah oui, ils n'ont plus besoin de nous, mais parfait. Mais sauf qu'en fin de journée, s'il est bien avisé, la grande différence qu'il peut y avoir entre la France, l'Espagne et l'Italie, c'est que la France a 14 marchés captifs à travers ses colonies que les autres n'ont pas. Et donc, il est temps qu'on se prenne en main. Je suis entièrement d'accord avec le président Déby. Il faut impérativement qu'on se regarde entre nous et qu'on mette fin à cette mauvaise éducation qu'on a reçue et qui fait qu'on ne peut pas s'entendre. Mais parce que Burkina, Niger, Côte d'Ivoire, mais c'est le français qui a créé ça. J'imagine, ça n'existait pas à l'époque. C'était une Afrique de vaste ensemble, de royaumes, de villages. Et je pense, mondialisation oblige, on a vu aujourd'hui avec l'Union européenne. Je crois, bon déjà c'est bien, il y a la CEDEAO, mais il faut aller plus loin. Il faut aller à une union douanière, il faut sauter les frontières. Écoutez, aujourd'hui,
je trouve dégueulasse quand vous allez dans certains pays comme le Cameroun, alors que vous venez d'Afrique de l'Ouest, qu'on vous demande un visa. Mais ça n'a pas de sens. Et j'applaudis des présidents comme Kagame ou celui du Bénin qui ont mis fin à cette aberration. Je pense que déjà, le développement commence par la communication, par la circulation. Il faut que les Africains puissent circuler, il faut qu'on puisse coopérer, il faut qu'on comprenne qu'en fin de journée, mais nous sommes dans le même bateau. Ça, c'est essentiel. Et maintenant, alors, nous sommes dans le même bateau, bon, on a pratiquement tout chez nous. Alors, est-ce qu'on ne peut pas commencer déjà à regarder comment on peut coopérer, collaborer? Et justement, et nos jeunes qui sont là-bas déjà... Aller chercher l'expertise. Aller chercher l'expertise et puis bon, faire un clin d'œil aux jeunes en leur disant, venez, vous allez être intégrés. Vous savez aussi le problème dans la plupart des pays africains, les jeunes sont mis de côté. Vous avez ces vieux-là qui sont là depuis 30, 40 ans, ils ne veulent pas partir. Ils sont là, assis dans les entreprises, les structures, comme si c'était une monarchie. Mais écoutez, un jeune fraîchement diplômé de 20, 30 ans ne demande qu'une chose, sauter dans l'arène. Et quand on parlait de la France tantôt, regardez, ils ont un chef d'État qui a à peine 40 ans. Ça, c'est difficile à voir dans nos pays africains. Alors, donc, je pense qu'il faut un changement de mentalité. Changement de mentalité, l'immigration qui est perçue aujourd'hui, c'est quand même que le Canada, c'est un cas assez extraordinaire, particulier. Mais vous venez, par exemple, pour l'Europe, pour les États-Unis aujourd'hui, l'immigration est de plus en plus quand même perçue comme un problème économique pour ces pays, justement. Vous avez des citoyens de ces pays qui disent, mais les immigrés, ils viennent, ils prennent nos emplois, alors que nous aussi, on a des problèmes de chômage. Mais, excusez-moi, c'est de l'hypocrisie, M. Bégri. Je vais vous dire. Je connais très bien la France. J'y vais assez souvent. Les immigrants africains là, qui sont en France, assez souvent, ils occupent des emplois, mais que les Français ne veulent pas. La plupart des Africains, c'est quoi? C'est des techniciens de surface, certains, c'est des agents de sécurité. Donc, c'est des gens, malgré leur diplôme universitaire, qui luttent pour faire vivre leur famille. La plupart sont dans les cuisines des différents restaurants. Ils occupent vraiment des jobs, des emplois que les Français ne veulent pas. D'ailleurs, avec le plan Marshall, quand il s'agissait de reconstruire la France, il fallait aller travailler dans les égouts. Les Français ne voulaient pas. Et c'est comme ça que De Gaulle est venu, je crois, vers certains pays africains pour faire venir la première vague d'immigrants. Donc, quand on dit que les Africains viennent prendre les jobs, c'est faux. C'est un mensonge. C'est de la pure hypocrisie. Ben oui, et c'est pour ça que je crois que nos différents pays doivent prendre des mesures pour mettre fin à ça. Je pense qu'on doit s'asseoir, on doit se regarder entre nous, puis bon, on doit vraiment établir et enraciner de vraies démocraties. Parce que vous savez, on a un système en Afrique aussi qui ne favorise pas cela. Et tant qu'on ne fera pas ça, ça va être difficile. Moi, je n'ai pas vu un immigrant, un noir, aller prendre la job d'un Français ou d'un Américain. Ce sont des histoires, c'est des conneries. D'ailleurs, l'immigrant, le simple fait d'immigrer, quand tu viens, par défaut, tu es obligé d'accepter ce qu'on te donne. Bon, dans le cas du Canada, par exemple, tu viens parce qu'on a besoin de toi. Mais quand on n'a pas besoin de toi, on ne te donne pas le visa. Alors, quand on te donne le visa, c'est qu'on se dit qu'en fin de journée, tu vas finir par trouver un job. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il ne se pose pas un problème de chômage au Canada? Non, mais il y a le chômage partout. Mais ce n'est pas un chômage de type racial ou bon, machin. Généralement, les immigrants, quand ils viennent au Canada, bon, il y a peut-être des périodes de flottement de 2-3 mois, mais ils finissent toujours par trouver. D'ailleurs, on a eu cette expérience avec les premiers cadres qu'on faisait venir là, à travers le programme Travailleurs qualifiés du Québec. Alors, vous prenez un directeur d'une société ou d'une banque, et on fait son dossier d'immigration. Lui, il s'attend à venir là-bas et puis être directeur, mais c'est impossible, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes systèmes. Il faut parfois, retourner prendre quelques cours d'appoint, il faut peut-être redescendre à une échelle plus bas et remonter. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le Québec privilégie plus le système des étudiants, parce que quelqu'un qui étudie là-bas, il a les diplômes de là-bas. Donc, il s'intègre facilement et il a plus de chances de se dégoter une job dans le marché de l'emploi. Le chômage, il y a ça partout et je pense que tous les gouvernements travaillent pour lutter, pour réguler le chômage.
Un problème de racisme aussi, l'immigration? Non, pas au Canada. Je vous dis, ça fait quoi, plus de 25 ans que je suis là-bas. Moi, personnellement, j'ai jamais été victime de racisme au Canada. Bon, c'est sûr, il y a des cons partout. Vous avez des gens bizarres, machin. Mais les Canadiens, ils sont pas racistes. Je crois pas, non. Parce que si les Canadiens étaient racistes, vous n'aurez pas des gouverneurs généraux, Michael Jean, vous n'aurez pas des Africains à la tête d'entreprise, comme c'est mon cas, ou je sais pas, vous savez, vous avez déjà un peu partout. Le Canada, c'est du melting pot, hein. C'est un brassage. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre Joe Clark avait dit, je cite, « Le Canada est une communauté de communautés ». Alors, dans cette perspective-là, c'est difficile de parler du racisme. C'est plus une question de compétences, de qualification et de chance aussi. Parce que même dans nos pays, il y a du chômage, je crois. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui ne trouvent pas du travail. Donc, on ne peut pas parler de racisme. Vous parlez d'aller chercher la connaissance, le savoir, la science, la technique, mais on constate que pour beaucoup qui vont, on ne pense pas au retour, hein, le plus souvent. Ben, c'est ça l'erreur. Et moi, je m'évertue, depuis que je fais ce travail, à expliquer, à dire à mes frères et sœurs africaines, j'ai dit, il ne faut pas fuir, aller dormir là-bas et oublier d'où vous venez. Non, ça va vous rattraper en fin de journée. Regardez, moi je suis parti, tout Canadien que je suis, encore que ce n'est pas marqué sur mon front, je suis africain. Et je viens toujours en Afrique, aujourd'hui je suis au Burkina Faso, je suis très content. Oui. L'un des plus beaux pays d'Afrique, les gens sont chaleureux, accueillants, je me sens comme chez moi, parfaitement à l'aise. Et donc j'ai un attachement indéfectible avec l'Afrique. Et je pense que quand on part dans des endroits comme ça, il faut regarder et venir aider la base. Alors moi, dans mon cas, justement, puisque je le dis depuis un certain temps, comment je fais? Quand je viens, je rencontre des jeunes diplômés ou des jeunes cadres. Je dis non, 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 oublie l'Europe, viens au Canada, fais tes papiers, travaille. Et maintenant, l'expertise que tu vas développer peut servir le continent. Mais c'est comme ça qu'on va construire l'Afrique. Et les Africains doivent comprendre ceci. Personne, à part nous autres, ne construira l'Afrique. Et si on n'a pas compris ça, c'est qu'on a un maudit problème. Donc, je parle d'immigration parce que j'œuvre dans ce domaine. Il y a peut-être d'autres domaines, je ne sais pas, mais il faut qu'on fasse très attention, il faut qu'on soit lucide. Aujourd'hui, bon, les Africains sont divisés pour plusieurs raisons. D'ailleurs, le continent ne nous appartient même pas à certains niveaux, vous savez. Bon, je pense qu'il faut faire attention. Cette affaire de Libye doit interpeller les consciences, parce que quand on est très lucide et qu'on regarde ça, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une évolution. Ce qu'on a fait à nos ancêtres il y a 4-5 siècles, mais c'est ce qu'on est en train de nous refaire. En tant qu'immigré africain, ça vous choque ces images quand vous voyez ça? Mais ça m'abat et puis ça me... Vous savez, ça me choque, ça me déchire. Et qu'est-ce que ça vous fait comme analyse justement? Tu vois ces jeunes-là qui tentent par tous les moyens, quitte à se faire traiter de la sorte? Écoutez, vous savez, moi je comprends ces jeunes. Et je vais vous dire pourquoi. Quand à la base vous avez des problèmes, vous n'avez pas d'emploi dans vos pays respectifs, vous vivez dans la misère, personne ne peut rien faire pour vous. Parce que même dans nos pays, ça dépend de qui tu connais. Alors, dans un système comme ça de clientélisme, il est clair que les gens, à un moment, vont développer donc l'envie d'aller se chercher. Alors, en allant se chercher, malheureusement, ils prennent un chemin dangereux comme ça, pour aller, c'est des gens barbares, sans foi ni loi. Parce que je pense aujourd'hui, au XXIe siècle, pour faire des choses comme ça, il faut complètement être fou. Et je crois que c'est une provocation. Et je pense que ce pays, la Libye, doit être mis sur le banc des accusés. Ils ont des comptes à rendre. Mais la Libye, il n'y a pratiquement pas d'État. C'est ça aussi la réalité dans ce pays. Depuis l'assassinat de Kadhafi, à la limite, c'est comme s'il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité, mais à qui la faute? En fin de journée, la population, c'est des Libyens. Et vous savez, cette affaire, personne n'a parlé. Hein. Non. Bon, à part
la société civile, certains journalistes de grande renommée, les artistes comme Alpha Blondy, Koffi Olomide, que je salue en passant. Nos hommes politiques n'ont rien dit. Hein. Chacun est resté dans son sofa, hein, assis dans son salon à regarder ça. Non. Je crois que la première des choses à faire dans un cas comme ça, c'est de demander à tous nos ambassadeurs qui sont là-bas de revenir en consultation, même s'il n'y a pas d'État, et de dire non, écoutez, on n'est pas d'accord. Il y a 5 siècles, vous avez fait ça, bon, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça. Parce que ça, c'est une insulte carrément à l'Africain, à l'homme noir. Il y a eu cette vague d'émotion, mais après. Écoutez, cette vague d'émotion, vous savez, j'ai applaudi. Après, aujourd'hui. J'ai applaudi quand le président Déby a dit que s'il ne libérait pas les gens, lui, il va envoyer ses soldats. Mais écoutez, parce que vous savez, à partir d'un moment, il faut faire attention quand même. Et c'est ça la faiblesse de nos politiques. Et c'est ça qui pousse aussi les jeunes. Parce que, et je m'excuse, il faut qu'on se regarde entre nous pour se dire certaines vérités. Et je crois qu'à la base, c'est la faute de nos gouvernements. Je m'excuse. Parce que si nos gouvernements avaient mis sur pied des structures de sensibilisation, d'information, il n'y aurait peut-être pas eu ça. Parce que quand vous êtes bien chez vous, à quelque part, vous ne tenterez pas le diable comme ça à aller à l'aventure. Je pense que nos gouvernants doivent réfléchir pour trouver des voies et moyens. C'est un échec des politiques d'emploi des pays africains? C'est un échec des politiques de la jeunesse, c'est tout. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi les jeunes Africains s'en vont. Et là, à cause de l'effet médiatique, alors, c'est bien beau d'envoyer des avions, de rapatrier les gens, tout ça. Non. Je crois sincèrement, le travail qu'il faut faire, c'est de s'asseoir. Et c'est d'accepter que la roue tourne et d'intégrer la jeunesse. Vous allez dans la plupart des fonctions publiques des pays africains. Mais c'est des vieux cadres fonctionnaires qui sont là depuis 50, 60 ans. Il y en a qui ne veulent jamais prendre la retraite. Les jeunes sortent, ils ont des diplômes, on ne leur donne pas de chance. On ne les emploie pas. Vous avez aujourd'hui des maîtrisards qui sont couchés chez les parents. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut accepter. Les niveaux de salaire sont tels que, c'est difficile de partir tout de suite parce qu'après, on n'a rien réalisé. Le salaire, c'est secondaire. Vous savez, déjà, quand vous avez le travail, Dieu merci, c'est une bonne chose. Mais quand vous ne l'avez pas, vous faites des études, vous avez des diplômes, on ne vous emploie pas. Et vous allez faire quoi? Vous allez rester, vous ronger les ongles, regarder la télé? Pendant que vous regardez des gens, ils sont, je ne sais pas moi, chef d'État, ministre, machin. Non. Et c'est malheureusement tout le temps les mêmes, depuis 2, 3, 4 décennies. Non, il faut accepter de tourner. Il faut intégrer les jeunes. Il faut créer, c'est-à-dire qu'il faut avoir des politiques incitatives de création d'emplois. Voilà, il faut pousser les jeunes à créer des entreprises, il faut créer des zones franches. Il faut avoir des codes d'investissement, repenser. Il faut dire aux jeunes, écoutez, voilà, pour ceux qui veulent partir en entreprise, on peut vous aider. Vous ne payerez pas certaines taxes les 3-4 premières années, les douanes seront souples. Il faut tout faire pour pousser les jeunes, mais qui sont instruits, à faire tourner le système. Vous savez, dans nos pays... Ça, c'est dans des États où il y a vraiment de la vision, où on est d'accord que la jeunesse... c'est sur quoi il faut se reposer pour... En fait, c'est même un problème francophone. Pour lancer le développement. Si vous permettez, combien d'anglophones vous verrez à Libye? Il n'y en a pas beaucoup. C'est plus une affaire de francophones parce que, chez nous, on a une autre façon de voir les choses qui fait que, non, ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut encourager l'initiative. Aller au Ghana, au Nigeria, c'est incroyable. Au Nigeria, malgré toute leur pagaille, ils s'en sortent. Le Ghana est un miracle de développement. Le Kenya, n'en parlons pas. Parce qu'ils ont compris. Absolument. Le développement, il est personnel. Ici, dans la plupart des pays francophones, on a un système informel que les autorités eux-mêmes ne contrôlent pas. Rien n'est fait pour enrôler les gens. Et je pense que, justement, on parlait de Trump tantôt, je crois qu'il est temps qu'on commence nous-mêmes à être des Trumpistes. Ouais, Africa First. Mais oui, écoutez, j'ai rien contre tous ces grands chefs d'entreprise européens qui sont africains, qui ont des monopoles chez nous. Mais on a des entrepreneurs. Combien d'entrepreneurs africains ont des monopoles là-bas? Donc, à partir d'un moment, il faut un peu baliser et balancer les choses. On doit encourager nos ressources. On doit faire la promotion
de nos effectifs. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, malgré tous les cadres, tous les entrepreneurs qu'on a, que certains marchés aillent aux mains de grandes firmes étrangères. Non, il faut garder l'argent à la maison. Parce qu'on estime que ces firmes ont l'expertise, le savoir-faire et que nos entreprises forcément n'ont pas. C'est des préjugés. Prenez le secteur des BTP ou d'un certain nombre de domaines, c'est encore effectivement des sociétés étrangères qui... Oui, mais et alors, vous parlez de BTP, écoutez, il y a beaucoup d'Africains qui ont des compétences en ingénierie civile, qui ont de bonnes sociétés. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à se faire confiance entre nous-mêmes. C'est sûr, ce n'est pas évident, mais à force de consommer local, à force de travailler, on finira par relever le cap. Regardez la Chine aujourd'hui. Ce sont des gens, ils se sont refermés sur eux-mêmes, et je pense que c'est la 3e puissance aujourd'hui. Ils ont 2e même, ils ont surclassé le Japon. Non, je crois qu'on doit faire la promotion de nos opérateurs économiques, de nos entrepreneurs et de notre jeunesse. C'est-à-dire ici en Afrique, tant que c'est possible. À partir de l'expérience canadienne et justement du développement, de la politique de promotion de la jeunesse, qu'est-ce que vous dites finalement, qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Moi, je pense très honnêtement, ce qui manque à l'Afrique, c'est un problème de conviction. C'est-à-dire, on ne sait même pas qui on est. Ouais. Parce que je crois que si on connaît notre histoire, si on prenait le temps de se regarder dans le miroir, si on se mirait, nos responsables, si chaque matin qu'ils se réveillent, ils se regardent à la racine du nez dans un miroir, ils comprendront tout de suite que ça ne peut plus continuer. Parce que tout simplement, écoutez, ça fait plusieurs siècles que ça dure. L'Afrique ne peut pas être une vache à lait, un champ de bataille. On nous fait comprendre que c'est la pagaille chez nous, rien ne marche. Vous avez des guerres tribales partout, vous avez des problèmes de terrorisme justement. Et au même moment, vous avez ces firmes transnationales, internationales, qui viennent pomper notre uranium, le coton ici au Burkina, l'or au Burkina, au Mali, le pétrole, au Gabon, au Congo, un peu partout. Non, je crois qu'à un moment, il faut faire attention. Et oui, vive la mondialisation, la coopération internationale. Mais si les Asiatiques... D'ailleurs, vous savez qu'en 1955, au moment de la création du mouvement non aligné, mais la plupart des pays africains étaient en avance sur les dragons asiatiques. Singapour, Taïwan, tout ça, la Corée, tirés de l'arrière par rapport à nos pays africains. L'ancien président de Singapour a écrit un livre percutant pour raconter, parce que lui, pour développer Singapour, il avait initié une visite au Ghana et au Nigeria. Et donc, ces pays-là, qui étaient derrière nous, dans les années 50, nous ont dépassés de loin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois, le problème, on ne s'aime pas. On n'aime pas nos pays. Et en fin de journée, on ne sait pas ce qu'on veut. Parce que c'est facile aussi, on accuse tout le temps les Occidentaux, les Européens. Non, écoutez, ils n'ont pas mis un fusil à notre temple pour nous dire « dormez, ne foutez rien, donnez-nous vos matières premières ». Non, vous avez des gens complaisants dans notre système. Vous avez des gens qui encouragent ça. Et tant qu'on n'aura pas mis le cap sur le développement, vous savez, tant qu'on n'aura pas cette rage, on n'ira nulle part. Parce qu'il faut qu'on se regarde, on est africain. Macron est venu, il a dit, c'est aux Africains de prendre toute la pleine mesure de leurs responsabilités, de s'assumer. Malheureusement, on a comme l'impression qu'on a du mal à couper le cordon. Oui, mais attention, c'est une vérité de la palisse, mais qui risque de lui coûter cher aussi en fin de journée. Parce que si on arrivait à faire ce qu'il dit, parfois c'est même de l'ironie, parce qu'il sait pertinemment qu'on n'est pas prêt à ça et qu'on ne pourra pas, comme vous dites, on ne peut pas couper le cordon. Parce qu'on a été trop longtemps mis dans ce moule, cette mauvaise éducation qu'on a reçue. Tout ce qui n'est pas touché par le blanc n'est pas bon. Tout ce qui ne vient pas de l'étranger n'est pas bon. Alors, à ce moment-là, ça va être difficile pour nous de sortir de ce clivage. Mais à nous de nous assumer, justement. Mais c'est ce que je dis. Il faut bien un départ. Il faut bien un départ, il faut bien... Et je pense que la meilleure façon, c'est d'ouvrir les vannes dans tous les pays à la jeunesse. Oui, il faut mettre les jeunes.
Les vieux, là, ils sont bien mignons, ils sont gentils, ils n'ont qu'à aller se reposer. C'est bon. Ils n'ont qu'à créer des conseils de sages pour encadrer les jeunes. Écoutez, parfois aussi, l'actualité montre aussi que la jeunesse n'est pas toujours aussi de bons exemples. Hein? Oui, non, mais attention, c'est-à-dire la jeunesse doit être encadrée. La jeunesse doit être encadrée, accompagnée. Mais quand elle est mise de côté, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'on a aussi affaire de plus en plus aussi à une jeunesse aussi qui aime la facilité, la courte échelle. Bon, ça c'est notre débat. Est-ce qu'elle aime la facilité? Non, je pense qu'elle n'a même pas été mise à l'épreuve. Je pense qu'on ne lui a pas donné la chance de faire ses preuves. Vous savez, très honnêtement, lorsqu'on aura établi de véritables politiques pour encadrer la jeunesse, lorsqu'on aura compris que le développement, et pourtant on le dit partout dans tous les pays, l'avenir c'est la jeunesse, il faut faire une place aux jeunes, mais en fin de journée, personne ne le fait. Et aujourd'hui, je crois que M. Macron est une chance pour l'Afrique. En passant, c'est quelqu'un de bien, que j'estime personnellement, parce qu'il est simple, il dit la vérité. Contrairement à ses prédécesseurs, il est beaucoup plus sincère. C'est vrai qu'on doit se prendre la main. Bon, maintenant, la relation avec la France, ça c'est notre débat. Parce qu'au fond, on parle français, on est culturellement proche. On peut peut-être penser à un autre type de coopération avec eux. Vous parlez justement de tout type de coopération où il est question quand même d'aller chercher le savoir, le savoir-faire. Prenons le cas de l'or, par exemple, au Burkina. Nous avons l'or, beaucoup de sociétés canadiennes sont ici, exploitent nos sociétés minières, mais en retour, combien de jeunes Africains, par exemple, vont chercher l'expertise dans ce domaine-là, le côté de l'exploitation minière? Mais justement, mais ça doit être une volonté politique des autorités burkinabées. C'est à eux de dire à ces entreprises canadiennes qui viennent exploiter l'or, écoutez, bon, vous venez, vous prenez notre or, c'est pas pour vos beaux yeux, ok, vous exploitez, vous nous donnez ce qui nous revient, vous prenez ce qui est à vous. Mais nous, on a un problème, nos jeunes. Qu'est-ce qu'on a fait? Voyez-vous? Parce que les transferts de compétences, ce n'est toujours pas... Absolument, écoutez... ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Et vous savez, on a un problème en Afrique. Peut-être c'est ce problème aussi qui est à la base de notre sous-développement. Comme on ne veut pas que les gens sortent, personne ne lève le plus petit doigt. Les responsables politiques africains ont une certaine cupidité. En fait, ils ne pensent qu'à eux. Alors, vous avez des gens, par exemple, qui vont crier pendant plusieurs années. L'opposition, la société civile, tout ça. Mais une fois qu'ils rentrent dans les affaires, ils ne voient pas plus loin que leur nombril. Ils pensent juste à leur famille nucléaire. Mais ce n'est pas ça le développement. Parce que si tu cries pour faire la politique juste pour pouvoir après envoyer tes enfants aux États-Unis ou au Canada, mais tu oublies les enfants du peuple, mais tu n'as rien compris, tu n'as rien fait. Justement, ces sociétés canadiennes là, qui viennent exploiter l'or au Burkina, mais combien de bourses elles donnent aux étudiants burkinabés? Mais ça peut se négocier. Ça, c'est aux autorités burkinabées. Écoutez, on vous a donné le permis, mais vous faites quoi pour nous? On sait que vous êtes un pays d'immigration, là. Il y a des millions de Chinois qui rentrent de machin. Mais pourquoi vous ne donnez pas 500 bourses d'études à des Burkinabés? Ah, si vous ne le faites pas, hein, nous, on va retirer certains permis, on va aller voir ailleurs. Par exemple, je ne sais pas. Mais ça, c'est des volontés. Et vous verrez que les gens, ils ne feront pas ça nécessairement parce que, au fond, dans leur tête, certains, mais ça leur apporte quoi en fin de journée? Puisque ce n'est pas mon fils ou ma fille qui va partir. Mais c'est ça l'erreur. C'est peut-être pas ton fils, ta fille, mais c'est le fils, la fille du peuple. Et c'est comme ça qu'on va se développer. Il faut un changement de mentalité. Écoutez, moi, quand je viens là, tous les gens que je ramasse, j'amène là, ce n'est ni mes frères, mes sœurs. Hein. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence. Depuis que je suis à Desti, on a quoi? On a fait rentrer 1000 Maliens, 2 à 4 000 Marocains, près de 800 Ivoiriens. Au Niger, même pas 30 personnes. Bon, peut-être parce que mon pays de naissance n'est pas un pays d'immigration, ou du moins ils veulent pas, ils sont frileux, ils n'aiment pas le Canada. Mais j'ai pas hésité, c'est-à-dire j'ai pas été chauvin ou nombriliste pour dire non. Non, moi, l'Afrique, je suis partout chez moi. Que je sois à Ouagadougou, à Bamako, à Abidjan, je suis à la maison. Parce que tout ça là, je sais que c'est la colonisation, c'est machin. Et chaque fois que je fais rentrer un Africain, même Casablanca d'ailleurs, parce que j'ai une relation très poussée avec les Marocains, que j'aime beaucoup en passant d'ailleurs, ainsi que les Algériens et les Tunisiens, ça ce sont mes clients traditionnels. Et donc, partout où je pars, chaque fois que j'aide un Africain à immigrer au Canada, je suis très content. Je pense que j'ai fait une bonne chose,
parce que j'aide quelqu'un à aller, améliorer ses conditions de vie, réussir, apprendre, et pourquoi pas un jour revenir faire des choses intéressantes dans son pays. Alors, c'est comme ça que moi je vois ça. Le Canada pourra-t-il continuer à accueillir autant d'Africains, par exemple, qui veulent venir finalement? Est-ce que cette politique-là va durer encore longtemps? Mais le Canada n'a pas le choix, je vais vous dire pourquoi. C'est une terre d'immigration. Vous savez, sur 10 millions de kilomètres carrés, vous avez 30 millions d'habitants. C'est ça le Canada. En bas, sur 9 millions de kilomètres carrés, vous avez quoi? 325 millions d'habitants. Donc, vous avez un Canadien pour 10 Américains. Et le Canada a compris que la seule façon de tenir tête à un voisin comme ça encombrant, dont on ne partage pas nécessairement les valeurs, parce qu'on n'est pas pareil, on est un peu différent. Vous savez, le Canada, c'est un pays qui respecte les autres, ce n'est pas un pays impérialiste. Vous ne verrez jamais le Canada aller lâcher des bombes ailleurs ou détruire des pays, jamais. Au contraire, le Canada accompagne les Nations Unies dans le maintien de la paix. Le Canada est un pays sérieux, le Canada est un pays crédible, un pays responsable. Je ne dis pas ça parce que je suis Canadien, mais parce qu'ils sont comme ça, c'est des gens honnêtes. Et vous verrez même dans les ambassades canadiennes, ce sont des gens tranquilles, ils sont dans leur coin. On ne se mêle pas beaucoup des affaires des autres. On n'ira pas attaquer l'Irak, parce qu'on a un vice-président qui a une compagnie pétrolifère. La conséquence de cette affaire que les Américains ont fait en 2003, que personne n'a pu bloquer, c'est ça qui a amené l'État islamique. Et un merveilleux pays comme l'Irak a été disloqué. Voyez-vous, c'est ça le mauvais côté de l'Amérique. Le Canada n'est pas comme ça. Alors, le Canada a besoin de bras, d'hommes et de femmes. Peu importe la destination. Maintenant, c'est à nous autres Africains qui sommes là-bas de venir vers nos frères et leur dire, venez. Parce que si on ne le fait pas, je pense que c'est une bêtise, on n'a rien compris. Parce que les Asiatiques rentrent, les Européens, tout le monde, parce que le Canada a une politique d'intégration. Parce qu'il vise un certain type de développement. Et je crois que les Africains ont leur place. Du moment que la loi d'immigration canadienne n'est pas raciste, elle est ouverte. Donc maintenant, c'est aux Africains de s'organiser pour se conformer à cela. Et je crois qu'ils seront toujours les bienvenus. Et je n'ai jamais vu un Africain qui remplit tous les critères et qui s'est fait refuser un visa quelconque dans une ambassade canadienne. Maintenant, c'est aux Africains eux-mêmes de prendre cette décision. Et votre groupe, justement, Desti, est là pour... Exactement. Et donc, Desti Consultant Group, qui existe depuis 30 ans, à l'instar de plusieurs autres compagnies, est là pour accompagner ceux qui veulent venir, ceux qui veulent le faire. Parce que vous savez, l'immigration, c'est un choix. C'est pas tout le monde qui aime ça. D'accord. Nous sommes en fin d'émission. Vous allez nous dire, c'est des questions traditionnelles, vous allez nous dire ce que vous pensez de Donald Trump. Qu'est-ce que je pense? Alors, j'ai deux définitions de Donald Trump. Je veux vous la donner. L'Africain que je suis, ne le porte pas à cœur. Parce que j'aime pas son discours. La violence avec laquelle il parle de l'Afrique, de nos pays. Je trouve qu'il a un mépris pour nous. C'est inadmissible et inacceptable, surtout qu'il a fallu détruire l'Afrique pour construire l'Amérique. Ça, il faut qu'il soit conscient de ça. Donc, ça, c'est l'Africain qui parle. Il faut qu'il change ce discours. Et ça ne l'aide même pas. Je pense que s'il est honnête, aujourd'hui, je crois qu'il est quand même fier de certains Africains américains, mais ces gens-là, ils ne tombent pas du ciel. Ils viennent d'Afrique. Que ce soit dans les Marines, dans l'armée américaine à tous les niveaux, les Noirs ont quand même percé aux États-Unis d'Amérique. Donc, il ne peut pas avoir un discours comme ça méprisable envers nous, ou une façon de ridiculiser nos hommes politiques. Non. Je crois qu'il faut qu'on lui dise « Non, stop ». Il faut qu'on se respecte. On est peut-être pauvre, mais on doit être digne. Ça, c'est l'Africain. Maintenant, le Nord-Américain, le Canadien, écoutez, Donald Trump, c'est un modèle. C'est un self-made man, c'est un homme qui a réussi, justement, et c'est l'esprit nord-américain. Il a réussi dans l'immobilier, il a fait beaucoup de choses. Donc ça m'amène à penser que ce n'est pas un imbécile ou un farfelu, là. Les gens qui sont en train de le descendre. Non, écoutez, mais comment il a fait pour être président des États-Unis? Je trouve qu'il est génial, il est très intelligent.
Donc, ce n'est pas nécessairement un diable, ce n'est pas une mauvaise personne. Bon, c'est quelqu'un qui a son style. Vous savez, parfois, quand on a l'argent, surtout dans ces pays, on se croit tout permis. Mais je pense, au fond de moi, il n'est pas raciste. C'est juste un démagogue qui aime s'amuser, il joue avec les gens. Donc, le Nord-Américain, je me félicite d'un monsieur comme ça, qui est un modèle de réussite et qui dit la vérité à sa façon, même si elle n'est pas bonne à entendre, et qui est source d'inspiration pour beaucoup de Canadiens et Américains, parce qu'il faut être honnête, à quelque part, tout le monde rêve d'être Donald Trump, quand on voit sa réussite personnelle. D'accord. Emmanuel Macron? Bon, écoutez, Emmanuel Macron, vous saviez, les pays d'Afrique ont une tradition avec l'Europe, la France, mais je crois la jeunesse africaine doit se féliciter d'avoir Emmanuel Macron. Je pense qu'il doit être pris comme l'ami des Africains. J'ai vu Alpha Blondy le déchiqueter sur TV5 lors de l'émission. Non, je crois qu'il est allé un peu fort. Il faut comprendre Macron. Macron, c'est un produit de la mondialisation. Macron, c'est un jeune Français, bon, qui a une autre façon de voir les choses. J'ai beaucoup aimé... Enfin, sa venue ici au Burkina a montré un homme décontracté qui n'a pas la langue dans sa poche. Je pense que c'est quelqu'un de bien. Je crois que c'est quelqu'un, bon, au moins un interlocuteur avec qui on peut discuter carte sur table. Et ça, nos responsables politiques doivent le comprendre. Mais est-ce qu'ils le peuvent? Parce que vous saviez, Macron, en fin de journée, c'est le fils de beaucoup d'entre eux. Ils ne peuvent pas causer le même langage. Ils ne sont pas de la même époque, ils ne sont pas de la même génération. Vous savez, la plupart de nos chefs d'État, c'est Jacques Chirac, c'est même pas Sarkozy, c'est cette vieille garde française de la France-Afrique. Macron, non, c'est un jeune moderne, un banquier, un monsieur très brillant, hein, oui, il faut le dire, hein, parce que ceux qui regardent de près sa biographie, c'est une intelligence que la jeunesse africaine peut prendre comme source d'inspiration. Ok. Pour terminer, les présidents africains. Bon, écoutez, je suis en Afrique, je ne veux pas avoir un accident de circulation ou d'ascenseur, donc je me garderai de parler des présidents africains. Parce que vous savez que nos pays ne sont pas de véritable démocratie. Et puis, il y a une chose quand même entre nous, Africains. Le chef, c'est le chef. Et on a une... Vous savez, la culture de l'arbre à palabre. Même au village, vous ne pouvez pas insulter le chef. Ici, par exemple, on est au Burkina. Vous savez, le Moro Naba, c'est une institution. Quand on vient, c'est la Fibala, hein, on s'incline. Et puis bon, alors nos présidents, c'est un peu ce modèle. Vous savez, c'est une vieille garde. Bon, je pense que dans l'ensemble, ce n'est pas des gens mauvais, méchants, quand on les prend individuellement. Par contre, ce qu'il y a de dangereux, mauvais chez nos présidents, mais c'est l'entourage. Ah oui, c'est tous ces gens-là, parce qu'eux-mêmes, les présidents, ils ne savent pas ce qui se passe. Parce que vous savez, une fois que vous êtes président, c'est fini, là. Vous êtes dans votre bunker, couché, vous donnez des ordres. Je ne connais pas un président qui n'aime pas son peuple. Mais maintenant, tous les gens qui sont autour, là, qui profitent du système, qui trompent le chef, qui lui donnent les mauvaises informations, tous ces conseillers fantoches là. Peut-être nos présidents doivent faire l'effort, de temps en temps, de descendre, de se déguiser et rentrer comme ça dans la population, pour voir, tâter le pouls. Est-ce que les conseillers font du bon travail? Parce que, écoutez, normalement, quand vous êtes élu, c'est qu'à la base, le peuple ne vous déteste pas. Quand on met de côté les coups d'État. Donc, si le peuple ne vous déteste pas, bon, maintenant, tout dépend des liens et des rapports que vous gardez avec les peuples. Mais je crois que nos présidents sont assez souvent victimes de leur famille, de leur entourage. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce numéro de ce rendez-vous Surface de vérité. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, je rappelle que je recevais pour vous M. Abderrahmane Magaji, le Canadien d'origine nigérienne, président de Desti Consultant Group, ce groupe-là qui se propose d'aider les Africains à immigrer vers le Canada, qui est un pays d'accueil, hein, le Canada. Absolument. Merci. Merci d'être passé dans cette émission. Merci. C'est la fin donc de Surface de vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur la chaîne Aucun ne défie. Bonsoir.